Ces personnes qui nous volent, eh bien, ils volent leur avenir. Les jeunes du CJA de FAA privés de matériel informatique et d'équipements neufs dès la rentrée. Le centre de jeunes adolescents a été la cible de 2 cambriolages depuis le week-end dernier. Un appel aux dons est lancé. Ils sont arrivés remplis d'or. Les rameurs de la délégation tahitienne de Parava ont brillé au championnat du monde de VA à vitesse à Hawaï. Hier soir, un accueil des plus chaleureux leur a été réservé. Changement d'ambiance et de temps suite à la première séance de la session extraordinaire à l'Assemblée de Polynésie. Échange mouvementé ce matin autour des comptes de l'Office polynésien de l'habitat, des comptes entachés d'irrégularités révélés dans l'hémicycle par le président du pays. Puis nous irons au Tonga où se prépare le 53e Forum des îles du Pacifique. Au programme des discussions entre les décideurs politiques de la région, le risque climatique ou encore la surveillance des pêches. Mais avant, place aux derniers travaux avant l'accueil des nombreux participants. Bonsoir à tous. Le centre des jeunes adolescents de FAA cible de 2 cambriolages depuis le week-end dernier. Alors que l'année scolaire est à peine entamée, des ordinateurs, tablettes et outils mécaniques ont été dérobés. Une situation regrettable pour le centre qui dispose de moyens financiers très limités. Le reportage de Thomas Chabrol, Heymanu Manutei et Valentine Vassel. La rentrée a à peine débuté et déjà des faits de délinquance pénalisent les jeunes en apprentissage. À FAA, 2 vols ont eu lieu successivement au CJA. Dans ce bureau, la direction stockait le matériel informatique, tablettes, ordinateurs et d'autres équipements neufs. Tout a disparu. Le montant du préjudice est estimé à 800 000 francs. C'était la coopérative du CJA qui a financé une partie de ce matériel. Maintenant, il va falloir travailler davantage, rechercher des fonds. Et en début d'année, c'est vraiment très difficile pour nous d'obtenir ces fonds. C'est la raison pour laquelle on appelle aux dons. Les voleurs se sont introduits en forçant ces fenêtres. Ils ont fouillé un bureau et 2 salles de classe au total. Dans celles-ci, 2 vidéoprojecteurs ont été dérobés. Tristesse et colère, la directrice exprime son désarroi car les 25 élèves de l'établissement sont les premiers pénalisés. Le CJA a un budget annuel très limité de 200 000 francs versés par la commune. Ces personnes qui nous volent, eh bien, ils volent leur avenir. Dans ces ateliers, des outils portatifs neufs nécessaires à l'apprentissage de la menuiserie et de la soudure manqueront au détriment des élèves. Malgré la présence d'un gardien sur place, ce n'est pas la première fois que le CJA est victime d'un cambriolage. L'an dernier déjà, à la même période, un vol avait eu lieu. La direction de l'éducation et des enseignements condamne à son tour ces actes. Une enquête est en cours. C'est un matériel déjà qui sert aux élèves et puisqu'il a été cambriolé, il est déclaré en cambriolage à la gendarmerie nationale. Ensuite, une enquête est prévue de manière à retrouver par traçabilité le matériel qui a été cambriolé. L'équipe enseignante espère que le matériel sera retrouvé car il n'est pas certain que des crédits puissent être alloués pour racheter tous ces équipements. La sécurité autour du CJA de FAA doit-elle être renforcée? La question se pose à nouveau. Ces lampadaires communaux ne fonctionnent pas. La nuit, un cambrioleur peut facilement s'introduire dans les locaux sans être vu. Et sachez que le CJA de Tevayuta a également été cambriolé à la veille de la rentrée scolaire. Bonne nouvelle maintenant avec le retour triomphant de la délégation tahitienne de Parava, arrivée hier soir de Hawaï. Dans leur bagage, pas moins de 11 médailles, dont 7 en or. Nos champions du monde ont été accueillis en grande pompe, comme l'a constaté Désiré Teivao. 2 semaines après avoir quitté le Fénois, les 8 rameurs champions du monde de Parava sont accueillis en héros pour leur retour. Carrément content de revenir à la maison. Hein. Et souhait après de revenir avec les médailles d'or qu'on a pu récupérer. On est carrément content après avoir l'accueil comme ça à l'aéroport et c'était top. Ça fait chaud au cœur et on sait pourquoi on aime vivre chez nous. C'est l'accueil, enfin tout. Je suis la plus heureuse, hein, parce que de toute façon j'avais confiance. Hein. Je savais qu'ils étaient capables de nous ramener des médailles d'or. Il n'y a rien à dire. Ils ont accompli leur mission, ils ne sont pas partis pour rien. Le bilan pour le Parava polynésien à Hilo est brillant. 2 titres investis sur 500 mètres et 1000 mètres. En individuel, Atonia Meitia, Gervais Omeron et l'incontournable Patrick Viriamou contribuent aussi à cette moisson d'or à Hawaï. Ces championnats du monde ont été une belle promotion pour le sport adapté.
pas souvent mise en lumière. Le niveau, il est là, l'envie est là, et quel que soit le handicap, eh bien, voilà, nos rameurs, ils veulent montrer que malgré un handicap, on peut aller jusqu'au plus haut niveau, c'est possible. Malgré ce qu'on dit, ce qu'on entend, eh bien, voilà, ils lâchent pas, et ça, c'est le top. Et c'est pour ça qu'on veut les accompagner, et qu'on remercie encore une fois tous les partenaires qui croient en nos parents. L'année prochaine, le Brésil organisera les championnats du monde de VA marathon. Après les résultats obtenus à Hilo, les Paravas sont plus que motivés pour repartir vers de nouveaux sommets. Et à Hilo, à Hawaï, la 20e édition des championnats du monde de VA vitesse se poursuit. Les équipes tahitiennes se sont à nouveau illustrées lors de la 7e journée de compétition. Qu'il s'agisse des juniors filles de Ihilani VA, des juniors garçons de Team OPT ou encore des cadets de Bora Bora et des vétérans de Paddling Connection, tous ont décroché l'or. Le Graal remporté également par Mateya VA chez les Open Hommes et Varurea chez les vétérans dames 40 ans. Seul ombre du tableau, la quarantaine de réclamations déposées contre Tahiti. Finalement, selon la Fédération tahitienne de VA, seulement 3 ont été accordées par la Fédération internationale. Et à l'issue de cette journée, Tahiti enregistre donc 33 médailles d'or et garde son leadership. Il ne reste plus assez de courses pour permettre aux autres pays de prendre la première place. Tahiti est d'ores et déjà champion du monde de VA vitesse, toutes catégories confondues. On félicite nos rameurs. Du côté de l'Assemblée, le sujet n'était pas à l'ordre du jour, mais il s'est invité au débat de la première séance de la session extraordinaire. Les comptes de l'Office polynésien de l'habitat et notamment les factures impayées ont été largement pointées du doigt par la majorité. Emma Mathieu et Matai Hurey ont assisté à ces échanges mouvementés. Ce n'est pas une histoire de porter plainte, c'est juste une histoire de constat de ce qui se passe dans ce pays. Le ton est monté ce matin dans l'hémicycle. Les débats qui devaient initialement porter sur un projet de loi de pays incitant les opérateurs privés à construire des logements intermédiaires ont rapidement dévié. Après une série d'interventions de plusieurs élus et quelques amalgames entre logements intermédiaires et logements sociaux, l'Office polynésien de l'habitat est arrivé au cœur des prises de parole. Le président du pays a révélé un chiffre qui a fait l'effet d'une bombe. Plus de 340 millions de charges hors loyer n'ont pas été facturées aux locataires de l'OPH entre 2019 et 2022. Je crois que chacun assumera ses responsabilités, et notamment ceux qui étaient à la direction de l'OPH à ce moment-là. Enfin, je ne sais pas, il y en a peut-être parmi vous qui étaient dans le CA de l'OPH de 2019 à 2022. Moi, j'y étais pas, hein. Mais ça s'appelle un délit de concussion, de ne pas facturer. Bien sûr, ce que le président a essayé de faire, c'est de mettre ça sur le dos de notre gouvernement. Et la réponse, c'est que l'OPH est un organisme où il y a un directeur et où il y a un receveur. Donc, il y a des personnes qui, comptablement, sont responsables de cette facturation. Après, il est vrai que quand le président actuel a l'air de traiter les gens comme des chiffres et comme des loyers, nous, effectivement, à l'époque, quand on écoute bien la période 2019-2022, on est en plein dans la Covid. On a toujours assumé cet aspect social de dire que quand les gens ne peuvent pas payer pour des réelles raisons, effectivement, il y a des choses qui n'ont pas été recouvrées ni perçues, mais c'est totalement assumé. C'est la première fois que le montant précis de ces irrégularités est dévoilé à l'Assemblée. Selon l'article 40 du Code de procédure pénale, toute autorité ayant connaissance de faits frauduleux est tenue à les dénoncer à la justice. Cet article n'a pas échappé à l'élu non inscrit Nui Haulore, qui l'a rappelé à Moetai Broderson. Il dégoupille une grenade, il la jette au sein de l'hémicycle et ensuite il dit que ce n'est pas de sa faute et que ça s'était passé en notre temps et que finalement ce n'est pas à lui de faire ce travail. Si, il est président du pays. Il est président du pays, il dénonce des faits graves qui peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et ensuite dit non, en fait ça s'était passé avant et moi je ne sais pas. Finalement il a répondu de manière assez générale, je pense qu'il s'est rendu compte lui-même qu'il avait mis les pieds dans le tapis. Maintenant que ces faits sont publics, la justice pourrait s'en saisir si aucune action n'a encore été entreprise.
La commune de Mahina, passée au crible par la Chambre territoriale des comptes. Dans un nouveau rapport, la CTC liste 6 recommandations à destination de la municipalité, parmi lesquelles la réalisation d'un règlement de service fixe pour les ordures ménagères, inexistant bien que nécessaire pour la bonne information des administrés, mais aussi la réalisation de rapports annuels sur le prix et la qualité des services pour l'eau et les ordures. Autre chantier prioritaire, l'intensification de la pose des compteurs individuels d'eau, ce qui permettrait une meilleure facturation du service rendu et une réduction du gaspillage d'eau. La Chambre rappelle également à la commune qu'elle devra assurer le service d'assainissement des eaux usées dès 2025. Plus de détails sur notre site tntvnews.pf. Au Rarumat Ey, la direction de la culture et du patrimoine a un nouveau visage, celui de Reymana Ter-Itehou. Son expérience dans le service du pays sera mise à profit dans les îles sous le vent où les attentes sont grandes, notamment autour de la promotion et de la valorisation de Tapu Tapu Atea. Le reportage de Roni Moufat. À 36 ans, Reymana Ter-Itehou, auparavant écologue au sein de la direction de la culture et du patrimoine, occupe désormais le poste de subdivisionnaire pour les îles sous le vent. Fort de son expertise en gestion de préservation de biens naturels et culturels, il est un atout majeur pour les missions à venir. Alors en tant que subdivisionnaire de la direction de la culture, c'est déjà pouvoir maintenir et offrir un service de qualité à nos administrés en premier lieu. Pouvoir aussi quelque part venir en soutien aux différents porteurs de projets, de faire la promotion de la culture au sens large, que ce soit par exemple sur les chants et danses traditionnels, les langues polynésiennes. Il y a aussi tout ce qui va concerner le patrimoine matériel. Là on parle vraiment des structures archéologiques. Parmi les priorités de son mandat figure la promotion du paysage culturel de Tapu Tapu Atea, un site sacré des Polynésiens et classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. C'est en fonction aussi effectivement de la fréquentation qui a beaucoup augmenté, donc des besoins du site pour pouvoir accueillir aussi et continuer d'accueillir les touristes, mais aussi les administrés et puis les locaux dans des conditions optimales. Reymana aura également pour mission de préserver et valoriser le riche patrimoine culturel des îles sous le vent. Il veillera à ce que les vestiges historiques, les traditions, l'art et l'histoire de ces îles continuent de vivre et d'être partagés avec les nouvelles générations. On quitte les Rarumat Ey pour les Tonga, où se tiendra le 53e Forum des îles du Pacifique, le principal sommet politique en Océanie. Sont attendus sur place les chefs d'État de la région, mais aussi les présidents Moetai Broderson et Louis Mapu, ainsi que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Mais avant d'accueillir tout ce monde, plus de centaines d'officiels et de journalistes, on s'active dans la capitale tongienne Nuku'alofa pour terminer à temps les travaux de construction, d'aménagement et de rénovation. Le cœur du forum, un imposant stade couvert, a été construit et offert par le géant chinois au pays hôte. Le reportage de nos envoyés spéciaux Mike Liral et Thierry Nouipahouiri. L'électricité n'est pas terminée, la plomberie non plus. Il reste des toilettes et des éviers à poser. Pourtant, tout doit être prêt le lendemain matin pour l'inauguration officielle. Ces ouvriers chinois ne parlent ni anglais ni tongien, mais ils sont appréciés à Nuku'alofa. Ils vivent à l'écart de la population dans des préfabriqués et leur travail améliore la vie à Tonga. Le Japon a construit plusieurs écoles primaires et rénové l'hôpital, mais avec ce stade couvert, cédé au principal lycée de Tongatapu, la Chine a conquis les cœurs tongiens. On aime la Chine parce qu'elle a construit plein de choses ici. Des centres commerciaux, le bâtiment du gouvernement, ils nous aident beaucoup. Ce sont des gens très intelligents et on est reconnaissant qu'ils partagent tout avec nous, leur connaissance et leur amour. Grace n'en veut donc pas aux ouvriers, même si elle doit attendre le bout de la nuit pour commencer à nettoyer. Car la promesse est tenue, le lendemain matin, l'immense stade couvert du lycée est inauguré, en fanfare. Si les 1360 élèves de ce lycée public ont sorti trombone, trompette et uniforme, c'est que l'investissement chinois est conséquent. 30 millions de dollars pour pratiquer par tous les temps de nombreuses activités sportives dans ce stade, ou dans le gymnase construit par Pékin un peu plus loin. Je pense que si la Chine aide autant Tonga, c'est parce que nous sommes amis. Nos pays sont amis puisque nous avons ensemble des échanges commerciaux et politiques. Nous les aidons et ils nous aident. Nous en sommes très reconnaissants.
Le Seigneur nous a permis de rencontrer ces gentils Chinois. Dans son discours devant la famille royale, l'ambassadeur chinois décrit le bâtiment et se réjouit de développer le sport chez les jeunes. Mais il n'évoque aucune contrepartie. Les autorités locales savent bien que les grandes puissances cherchent à gagner de l'influence dans les îles peu développées du Pacifique. Personne ici ne s'en inquiète. On n'a jamais été sous la domination d'aucun autre pays. Donc, cet esprit indépendant, nous l'avons à Tonga. Nous acceptons de l'aide parce que nous n'avons pas les moyens financiers. Mais avec la Chine, nous développerons des partenariats renforcés, surtout dans le domaine éducatif, parce qu'ils offrent à nos étudiants des bourses scolaires pour aller étudier en Chine. Double réussite pour Pékin, associer le sport, le bonheur et la Chine dans l'esprit de ces jeunes Tongiens, mais aussi impressionner les 18 leaders du Pacifique. Ils se retrouveront dès lundi dans ce bâtiment flambant neuf qui rappelle en lettres rouges la générosité chinoise. On clôture ainsi cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Poursuivez la soirée avec vos programmes locaux suivis de la série Le Remplaçant. Et demain matin, à partir de 10h, ne manquez pas la dernière journée des championnats du monde de Va à vitesse en direct TV Web sur TNTV. Demain soir, retrouvez Emma Mathieu à cette même place. Je vous donne rendez-vous lundi et je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.